Le jour de mes 18 ans, humilié par ma famille qui a préféré fêter mon frère, j'ai tout quitté. Parti en ville avec seulement 40 €, j'ai décidé de tracer ma propre voie. Aujourd'hui, il regrette et me supplie de revenir. J'avais l'habitude de croire que l'univers avait un sens de l'humour tordu. Comment expliquer autrement ce qui s'est passé le jour où je suis devenu adulte? Je m'appelle Léo. J'ai 18 ans maintenant. Et si je vous disais que ma famille a oublié mon anniversaire, ce serait en fait plus gentil que ce qu'ils ont réellement fait. Vous voyez, l'oubli blesse. Mais ce qu'ils ont fait, ça semblait intentionnel, comme la chute d'une blague dont je ne connaissais pas l'existence. Laissez-moi revenir en arrière. J'ai grandi dans une petite ville où tout le monde connaît votre nom et probablement la couleur de vos draps. Ma famille était l'unité suburbaine parfaite. Maman, papa, 2 fils, une clôture blanche, des barbecues dans le jardin. Vous voyez le genre. Mon frère Théo a 2 ans de moins que moi, mais si vous nous aviez rencontrés ensemble, vous auriez pensé qu'il était l'enfant prodige, et que j'étais une sorte de cousin étrange et distant qu'il laissait à contre-cœur dormir sur le canapé. Théo était le bruyant. Charmant, athlétique, il savait toujours comment s'y prendre avec les gens. J'étais plutôt un bruit de fond, calme, observateur, le genre d'enfant qui finit ses devoirs tôt juste pour que personne ne se fâche. Papa et maman n'ont jamais dit qu'ils avaient un préféré, mais vous n'aviez pas besoin de le dire quand tout le reste le criait. Théo recevait des câlins quand il rentrait tard. Moi, j'avais des remontrances si je n'envoyais pas de message dans les 10 minutes. Il a accidenté la voiture familiale à 16 ans et en a eu une plus récente 6 mois plus tard. J'ai demandé un ordinateur portable d'occasion pour l'école et j'ai reçu une liste imprimée d'emplois pour adolescents. J'ai toujours essayé de ne pas laisser ça m'atteindre, je me disais. Peut-être qu'ils pensent que je suis plus indépendant. Peut-être qu'ils sont plus durs avec moi parce qu'ils attendent plus. Vous connaissez ces petits mensonges que l'on se raconte pour rendre une pilule amère plus facile à avaler. Mais mon 18e anniversaire, c'est là que le masque s'est brisé. C'était un jeudi. Je m'en souviens parce que j'avais un examen de maths ce matin-là et je l'ai raté. Complètement raté. Je me sentais déjà mal quand je suis rentré à la maison après l'école. Je me disais qu'il y aurait peut-être un petit dîner ou même juste mon plat à emporter préféré, quelque chose. Je ne demandais pas de feu d'artifice ou de défilé, juste un petit signe que je comptais. Au lieu de cela, je suis entré dans un salon rempli de ballons et de guirlandes, bleues et argentées, joyeux anniversaire sur le mur. Mon cœur a fait un bond pendant une seconde. J'ai pensé, oh, ils s'en sont souvenus. Et puis Théo est entré derrière moi, souriant jusqu'aux oreilles. Qu'est-ce que tu en penses, dit-il, les yeux pétillants. Surprise. C'est là que j'ai remarqué que la bannière ne disait pas « Joyeux 18e anniversaire ». Elle disait juste « Joyeux anniversaire ». Et Théo, son anniversaire est dans 3 semaines. Maman est sortie de la cuisine avec un chapeau de fête, enregistrant déjà tout avec son téléphone. « Tu es à la maison. » Elle lui a souri, m'ignorant complètement. « Vite, tiens-toi là, près de la table. Il faut prendre une photo avant de couper le gâteau. » Je suis resté là, mon sac à dos toujours sur le dos, regardant toute ma famille s'agiter comme si c'était Noël. Mon père a donné à Théo une boîte emballée avec un vrai nœud, et Théo l'a déchiré comme un enfant. C'était un tout nouveau téléphone, le dernier modèle. J'avais encore un modèle d'occasion fissuré avec une batterie qui durait peut-être 4 heures par jour. J'ai éclairci ma gorge. Ce n'est pas mon anniversaire aujourd'hui? Tout le monde s'est figé un instant. Puis maman s'est tournée vers moi, a forcé un rire, et a dit, « Oh, c'est vrai. On ne t'a pas oublié, mon cœur. Tiens. » Elle m'a tendu une carte pliée et a montré le comptoir de la cuisine où un petit gâteau était posé. À moitié mangé, pas de bougie, pas de nom, juste une tranche manquante dans le coin, comme si quelqu'un l'avait utilisée pour maintenir un tiroir ouvert. La carte disait, « Sois plus comme lui. » C'était tout. Pas de blague, pas d'amour, pas même un joyeux anniversaire. Et puis ils ont ri. Ce n'était pas cruel au début, plutôt un rire nerveux, comme s'ils pensaient que c'était juste une blague amusante. Et j'étais censé rire aussi. Mais personne n'a dit « je plaisante ». Personne n'a offert de deuxième carte ou un vrai cadeau. Juste Théo tenant son nouveau téléphone, l'air légèrement mal à l'aise avant de détourner le regard. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas pleuré.
J'ai juste hoché la tête, posé la carte sur le comptoir, et je suis monté à l'étage. Cette nuit-là, j'ai préparé un sac à dos, un sweat à capuche, 2 chemises, un jean, des chaussettes, mon chargeur de téléphone et les 40 € d'urgence que j'avais cachés dans une boîte à chaussures sous mon lit. J'ai attendu que la maison soit silencieuse. Puis j'ai marché 4 pâtés de maison jusqu'à l'arrêt de bus sous la lueur ambrée d'un lampadaire vacillant et j'ai pris le dernier bus de ligne en direction de la ville. Je ne savais pas ce que j'allais faire. Je savais juste que je ne pouvais pas rester. Une semaine plus tard, ma mère a laissé un message vocal. Sa voix était tremblante. Elle pleurait. Léo, s'il te plaît, reviens à la maison. On ne savait pas. On n'a pas réfléchi. S'il te plaît, reviens. Ton père a roulé partout pour te chercher. S'il te plaît. Je n'ai pas répondu parce que pour la première fois de ma vie, je me sentais libre. Mais ce n'est que le début. Ce qu'ils ont fait ensuite a tout empiré, bien pire, car au lieu d'essayer de réparer les choses, ils en ont fait un spectacle pour leurs amis, pour les réseaux sociaux, pour la famille. Soudain, j'étais l'enfant à problème qui avait fugué parce qu'il ne pouvait pas gérer la discipline. Et quand j'ai découvert ce que Théo avait dit derrière mon dos, c'est là que j'ai cessé de douter de moi. C'est là que j'ai commencé à planifier la suite. Le message vocal est resté dans ma boîte de réception pendant 3 jours avant même que je l'écoute en entier. Je continuais à passer mon pouce sur le bouton de lecture, entendant ces premières secondes de la voix de maman se briser, puis je reculais. Ce n'était pas que je ne voulais pas savoir ce qu'elle avait à dire. C'est que je le savais déjà. Ce serait de la culpabilité enveloppée d'un amour théâtral. Le genre que l'on exhibe pour les voisins et les parents curieux. Le genre qui a bonne allure sur Facebook mais qui ne vous fait pas de câlin quand vous rentrez à la maison. Je logeais dans une auberge de jeunesse délabrée en ville. 50 € par semaine si vous ne craignez pas de partager une chambre avec 2 gars qui vendaient des lunettes de soleil contrefaites le jour et jouaient à des jeux de société de guerre toute la nuit. Je restais seul, dormant avec mon sac à dos sous la tête et les espèces d'urgence zippées dans ma chaussette. Chaque matin, je marchais dans les rues comme si j'y appartenais. Pas de plan, pas de solution de secours, mais j'avais cette étrange sensation de calme, comme si j'avais enfin cessé de courir sur un tapis roulant que quelqu'un d'autre contrôlait. Mais j'étais toujours blessé. Pas seulement à cause de l'anniversaire. Ce n'était que le point de rupture. C'était tout. Chaque pourquoi ne peux-tu pas être plus comme Théo? Chaque fois que je devais gagner les choses 2 fois plus difficilement juste pour être remarqué. Chaque dîner où il demandait à Théo des nouvelles de l'entraînement de football et reconnaissait à peine mon certificat d'excellence. C'était comme si j'avais auditionné pour un rôle que je n'avais jamais obtenu. Je n'avais pas l'intention de rentrer. Mais la vie, comme d'habitude, avait d'autres plans. Cela a commencé avec ma tante Denise. C'était la sœur aînée de ma mère, bruyante et sans filtre de la meilleure des manières. Elle a découvert que j'étais parti quand maman l'a finalement appelée en panique, espérant probablement que Denise l'aiderait à gérer les dégâts. Au lieu de cela, Denise m'a appelé. Elle a retrouvé mon numéro à partir d'une ancienne conversation de groupe de Noël et a laissé un message direct, « Appelle-moi Léo, tout de suite. » Alors, je l'ai fait. « Tu es en sécurité ?» a-t-elle demandé. Pas de bonjour, pas de mise en bouche. Oui, ai-je répondu, essayant de paraître plus stable que je ne l'étais. Je vais bien. Tu as 18 ans maintenant, dit-elle comme si elle se le rappelait. Ils ne peuvent pas te forcer à rentrer, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'essaieront pas de faire de toi le méchant. Je suis resté silencieux. Je sais ce qui s'est passé, a-t-elle ajouté. Ta mère m'a raconté une version aseptisée, mais je ne suis pas stupide. J'ai vu comment ils te traitent. Je l'ai toujours vu. Je pensais juste que tu allais t'en sortir ou qu'ils allaient grandir. Je suppose que ça n'est pas arrivé. C'était la première fois qu'un adulte validait mon expérience à voix haute. Ça m'a frappé comme une brique. J'ai dû m'asseoir sur un trottoir, la gorge serrée. Je n'ai pas grand-chose, dit Denise. Mais si jamais tu as besoin d'un endroit, vraiment besoin d'un endroit, tu m'appelles. D'accord. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et je suis resté assis là, regardant la ville s'agiter. Les voitures klaxonnaient, les gens marchaient vite avec leur café et leurs échéances, un homme criait à propos d'un chien perdu au coin de la rue. J'aurais dû me sentir seul, mais au lieu de cela, j'ai eu l'impression d'avoir enfin trouvé la première lueur de quelque chose de solide. Une semaine passa,
puis 2, puis j'ai fait une erreur. J'ai vérifié l'Instagram de Théo. Il avait posté des photos de sa fête d'anniversaire, celle avec les ballons, le gâteau et le téléphone. Sauf que sur les photos, il m'avait recadré, littéralement. Il y avait une photo où je me souvenais d'être juste à côté de lui. Mon épaule aurait dû être visible au moins, mais il l'avait filtrée et cadrée si soigneusement qu'on aurait dit que je n'avais même pas été là, comme si je n'avais jamais existé à ce moment-là. La légende disait, meilleur anniversaire de tous les temps. Tellement chanceux d'avoir la famille la plus solidaire. Je ne saurais pas qui je suis sans eux. Ça a piqué. Mais ce qui m'a brisé, c'était la section des commentaires. Maman, tu mérites tout, chérie. Ton cœur est pur. Papa, fier ne suffit même pas. Une amie de la famille, Karen, beau et humble, contrairement à certaines personnes. Certaines personnes n'étaient pas subtiles. Karen était le genre de personne qui traitait les enfants comme moi de trop sensibles quand nous ouvrions la bouche. Elle m'avait dit un jour que la dépression était un choix. J'ai failli répondre. J'ai failli taper un paragraphe amer expliquant que cette fête était la mienne, que j'avais eu 18 ans ce jour-là, qu'il m'avait donné un gâteau d'occasion et une carte qui me disait en gros d'effacer qui j'étais. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste regardé cette section de commentaires pendant longtemps, le cœur battant comme s'il voulait s'arracher de ma poitrine. Puis j'ai jeté mon téléphone sur le matelas et je l'ai laissé sonner quand maman a rappelé plus tard cette nuit-là. Le tournant n'a pas été dramatique. Pas de grosses disputes, pas de cris. C'était subtil, calme, comme une écharde qui remonte enfin à la surface. C'est arrivé quand j'ai reçu un email de mon conseiller d'orientation du lycée. Bonjour Léo. J'espère que vous allez bien. Je voulais juste prendre des nouvelles car vos parents m'ont demandé de vous retirer de la liste d'admission anticipée à l'université et de retarder vos candidatures jusqu'au semestre prochain. Ils ont dit que vous preniez du temps pour remettre les idées en place. Est-ce vrai? Faites-le moi savoir. Je peux vous aider si vous avez besoin de soutien. Mon sang s'est glacé. Je n'avais rien dit sur le fait de prendre du temps. J'avais postulé pour une décision anticipée. Mes essais étaient sauvegardés dans Google Doc, à moitié prêts. La bibliothèque municipale offrait un accès Internet gratuit et j'avais prévu de l'utiliser ce week-end pour tout soumettre. Il sabotait mon avenir. C'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas seulement une question d'anniversaire ou d'être négligé. Il ne se souciait pas seulement de moi. Il travaillait activement contre moi. Et pourquoi? Parce que j'étais parti. Parce que j'avais enfin dit assez. J'ai appelé le conseiller immédiatement et je lui ai dit la vérité, que j'avais quitté la maison, mais pas parce que j'étais instable, mais parce que ma maison l'était. Je ne suis pas entré dans toute l'histoire de l'anniversaire, mais j'en ai dit assez. Je lui ai demandé de n'accepter aucune demande concernant mon dossier à moins qu'elle ne provienne directement de moi. Elle a accepté, sa voix compatissante, puis a envoyé un email pour confirmer qu'elle avait restauré mes candidatures et bloqué mon profil des modifications extérieures. J'ai raccroché, tremblant, furieux, mais étrangement calme, comme le moment avant une tempête où le ciel se fige. J'avais fini de jouer les gentils. Mais ce qui a suivi? Ce fut la vraie trahison. Denise m'a appelé quelques jours plus tard, chuchotant comme si elle ne voulait pas que quelqu'un l'entende. Je viens de quitter la maison de tes parents, dit-elle. Ils m'ont invité à dîner pour arranger les choses. Mais Léo, il ne s'agissait pas de toi. J'ai cligné des yeux, m'asseyant sur mon lit. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils voulaient que je prenne Théo pendant quelques semaines, dit-elle. Ils ont dit qu'ils avaient besoin d'espace, que les choses étaient trop tendues à la maison depuis que tu étais parti, et que Théo avait du mal émotionnellement. J'ai ri, pensant qu'elle plaisantait, mais elle ne l'était pas. Ils ont dit qu'il faisait des siennes parce que tu lui manquais, continua Denise. Mais ensuite ta mère m'a prise à part et m'a dit, et je cite, « Nous avons besoin que Léo voie que s'enfuir ne lui apporte pas d'attention. Nous essayons la psychologie inversée. Si Théo reste avec toi, peut-être que Léo rentrera à la maison et arrêtera ses bêtises au point. » Ma bouche est devenue sèche. Ils utilisaient ton frère comme un pion, Léo, dit-elle doucement. Et pire, Théo a accepté. Je ne savais pas ce qui faisait le plus mal, qu'il me manipule ou que Théo soit de la partie. Peut-être que je n'aurais pas dû être surpris. Il avait toujours joué sur les deux tableaux. Monsieur le pacificateur quand ça l'arrangeait, complice silencieux quand ça ne l'arrangeait pas. Mais ça
c'était un nouveau bas. J'ai demandé à Denise de ne pas le prendre. Elle a hésité. Je ne le ferai pas, dit-elle finalement. Mais Léo, ils ne vont pas s'arrêter. Ils appellent les membres de la famille, construisent ce récit où tu es le fugueur à problème. Ils font croire aux gens que tu prends de la drogue ou que tu as mis quelqu'un enceinte ou que tu es juste en pleine rébellion. C'est un mensonge, mais ils le construisent brique par brique. Je les remerciai à nouveau. Puis j'ai mis fin à l'appel. Et cette nuit-là, quelque chose en moi a changé. J'ai ouvert mon ordinateur portable à la bibliothèque publique et j'ai commencé à écrire. Pas un coup de gueule, pas une entrée de journal intime, un plan. Vous voyez, ils pensaient que j'étais parti et oublié. Ils pensaient que j'étais seul, à la dérive, désespéré de revenir en rampant. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je les voyais enfin clairement. Chaque masque, chaque mensonge. Et cette fois, je n'allais pas partir. Pas en silence. Plus jamais. Après cet appel avec Denise, tout semblait différent. Le brouillard qui planait sur moi depuis la nuit où j'étais parti s'était enfin levé. Je ne flottais plus. Je tombais avec un but. Mais d'abord, il fallait survivre. Vous connaissez cette expression, le fond du baril? Je pensais que cela ressemblait à un homme sur un banc de parc avec rien d'autre qu'un manteau déchiré et une bouteille dans un sac en papier. Mais pour moi, le fond du baril, c'était de me réveiller à l'auberge à 4 heures du matin pour trouver mon sac à dos dézippé et mon argent d'urgence disparu. Pas de serrure cassée, pas de vitre brisée, juste disparu. Probablement quelqu'un avec qui j'avais partagé une chambre. Probablement quelqu'un qui m'avait vu dormir avec l'argent sous la tête pendant des jours. Je voulais crier. Je voulais frapper un mur ou retourner à la maison et frapper à la porte en exigeant qu'il m'aide, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis juste assis dans l'obscurité, fixant la fermeture éclair vide comme si elle pouvait soudainement me donner des réponses. Le lendemain matin, j'ai essayé d'en rire. Tu t'es fait avoir, ai-je marmonné dans le miroir de la salle de bain de l'auberge. Félicitations, tu as appris à la dure. Il me restait 6 € dans mon portefeuille, une barre granola dans mon sweat à capuche, mon téléphone à 22%. Ce fut le moment où j'ai cessé de me sentir en colère contre mes parents. J'ai commencé à me sentir engourdi parce que le fait d'être seul, c'est qu'il n'y a pas de filet de sécurité, pas de coussin pour amortir la chute. Quand les choses tournent mal, et elles tourneront mal, on n'est pas sauvé. On a le choix. Trouver une solution ou disparaître. Alors, j'ai trouvé une solution. J'ai commencé à passer mes journées à la bibliothèque municipale. Non seulement pour le wifi ou la chaleur, mais parce que c'était le seul endroit où je me sentais invisible et vivant en même temps. Entouré de livres, d'histoires de gens qui s'étaient sortis de pires situations, j'ai trouvé quelque chose qui s'apparentait à la paix. Je restais assis là pendant des heures à postuler à des emplois, à remplir des candidatures universitaires et à simplement lire. De temps en temps, je pensais à ce que ma famille disait probablement. Il est dramatique. Il essaie juste de nous punir. Il reviendra en rampant quand il réalisera qu'il ne peut pas s'en sortir. Mais je ne voulais pas revenir. Pas pour de l'aide, pas pour la pitié, et certainement pas pour leur donner la satisfaction d'avoir raison. Un après-midi, en parcourant des offres d'emploi sans but, j'ai entendu une conversation derrière moi. 2 gars parlaient de leur coursier habituel qui avait fait faux bond. L'un d'eux m'a regardé, probablement parce que j'étais assis à la même table depuis une semaine, et a dit « Eh, tu sais faire du vélo ?» J'ai cligné des yeux. « Oh, oui. Tu veux gagner 30 €? » C'est ainsi que j'ai commencé à travailler pour une petite sandwicherie à 4 pâtés de maison de la bibliothèque. Ce n'était pas glamour. Ils ne m'ont même pas donné de vélo, juste un vieux vélo cabossé que je pouvais emprunter si j'acceptais de réparer les pneus moi-même. Je l'ai fait. J'ai réparé la chambre à air avec du ruban adhésif et une prière et j'ai commencé à faire des livraisons dans la ville. Pour boire en espèces seulement. Le premier jour, j'ai gagné 42 €, plus que je n'en avais jamais gagné en faisant des corvées dans cette maison. J'ai mangé un vrai repas ce soir-là, des nouilles instantanées bon marché, une pomme et une de ces barres chocolatées qui coûtaient plus cher qu'elles n'auraient dû, mais qui me faisaient sentir humain à nouveau. Au cours des semaines suivantes, j'ai établi une routine. Me lever tôt, me doucher à la salle de sport, le propriétaire de la sandwicherie m'a offert un abonnement gratuit après que j'ai fait 3 doubles équipes, livrer des sandwichs de 10 h à 16 h, travailler sur mes dossiers universitaires le soir à la bibliothèque,
puis m'effondrer à l'auberge. C'était petit, fragile, mais c'était à moi. J'ai commencé à tenir un petit carnet où j'écrivais mes objectifs, des citations que j'entendais, des rêves étranges, même de simples pensées aléatoires. Un jour, j'ai écrit « Tu n'es pas invisible. Tu grandis juste dans l'obscurité ». Cette phrase m'est restée. À la mi-novembre, j'avais économisé assez pour quitter l'auberge. Denise m'a aidé à trouver une chambre à louer dans un quartier calme près de la périphérie de la ville. Une vieille femme louait son sous-sol pour pas cher en échange de quelques tâches ménagères de base. C'était froid, plein de courants d'air et ça sentait la naphtaline, mais j'avais une clé, un endroit qui se fermait à clé, un espace à moi. Denise m'a même donné un ordinateur portable d'occasion. Rien de fantaisiste, mais suffisant pour écrire des essais et consulter mes emails sans vivre à la bibliothèque. Elle n'a rien demandé en retour. La première fois, je lui ai apporté des provisions juste pour la remercier. Elle m'a regardé comme si je lui avais donné de l'or. « Tu as toujours été un bon gamin », dit-elle doucement. Il ne savait juste pas comment le voir. J'ai failli fondre en larmes dans son allée. La semaine avant Noël, j'ai reçu ma première acceptation universitaire. Ce n'était pas mon école de rêve, mais c'était la mienne. Entièrement prise en charge. Ils m'ont offert une place pour leur semestre de printemps si je pouvais prouver mon indépendance financière. J'ai appelé le bureau des admissions, expliqué ma situation et tout envoyé. Des lettres, de vieux relevés bancaires, même un mot de Denise. 2 jours plus tard, ils ont rappelé et ont dit « Bienvenue ». J'ai raccroché le téléphone et je me suis assis au milieu du sol, fixant l'email avec mon nom. Cette nuit-là, j'ai acheté un petit cupcake à la boulangerie du coin, allumé une bougie, et me suis chanté un discret félicitations. Je n'avais toujours pas dit à mes parents. Pas encore. Ils continuaient de poster des selfies de famille en ligne. Dîner de Thanksgiving avec Théo en bout de table. La légende de maman, reconnaissante pour le fils qui est resté. Mon nom n'est pas apparu. Aucune mention. Comme si j'avais été effacé. Mais c'était bien parce que je n'étais pas parti. Je construisais, petit à petit, je devenais quelqu'un qu'il ne pouvait plus atteindre. Le meilleur, Théo a pris contact. Ça a commencé par un texto. Théo, salut, ça va? Je l'ai regardé longtemps. Je ne savais pas quoi dire. Je n'étais plus en colère. J'étais juste épuisé, mais quelque chose me disait de ne pas l'ignorer. Alors, j'ai répondu, moi, ça va. Et toi? Il a attendu un jour entier avant de répondre. Théo, les choses sont bizarres ici. Il parle de toi comme d'un fantôme. Maman a pleuré la semaine dernière parce qu'elle a vu ta brosse à dents encore dans la salle de bain. Ça m'a frappé plus fort que prévu. Non pas parce qu'il me manquait, mais parce qu'ils ne pleuraient que l'idée de moi, pas la personne qu'ils avaient chassée. Théo, je ne savais pas qu'ils allaient m'utiliser comme ça. Je pensais qu'ils voulaient vraiment t'aider à revenir. Je suis désolé de ne pas avoir répondu tout de suite. Que pouvais-je bien dire? Que désolé ne compensait pas 18 ans d'être le second. Que j'aurais aimé qu'ils me défendent quand ça comptait. Que je détestais la facilité avec laquelle ils pouvaient glisser dans le rôle de victime et de héros selon la pièce. Mais je me suis aussi souvenu de quelque chose que Denise avait dit une fois, tu n'es pas obligé de laisser les gens revenir, mais ne les laisse pas te ronger non plus. Alors je lui ai envoyé une seule ligne. Moi, merci. Je m'en sors. C'était suffisant pour l'instant. Les semaines passèrent. Noël est arrivé et est reparti. Je l'ai passé avec Denise, juste nous deux et son gros chat tigré. Nous avons regardé de mauvais films de vacances, mangé trop de tartes et joué aux cartes tard dans la nuit. À un moment donné, elle m'a regardé et m'a dit, tu sais, tu n'es pas brisé. Tu as juste été élevé sous les mauvais projecteurs. Je n'ai pas répondu, j'ai juste hoché la tête. Parce qu'elle avait raison. En janvier, j'ai emballé mes affaires dans 2 valises et j'ai emménagé dans ma chambre d'étudiant. Mon colocataire était un étudiant en transfert nommé Gabriel. Bruyant, sarcastique, toujours à manger des chips, mais authentique. Nous nous sommes bien entendus rapidement. Il ne se souciait pas de mon passé, il voulait seulement savoir ce que je voulais faire. Et pour la première fois, je n'ai pas eu l'impression de devoir me rabaisser. J'ai commencé à suivre des cours, j'ai rejoint quelques clubs,
j'ai même trouvé un emploi à temps partiel en aidant au centre d'écriture du campus. Il s'est avéré qu'aider d'autres personnes à raconter leurs histoires me donnait plus de contrôle sur la mienne. Un jour, Gabriel m'a surpris en train de regarder une photo que j'avais imprimée. Moi et Denise, bras autour de l'autre, souriant devant son sapin de Noël. Il a souri. C'est ta mère? J'ai ricané. Mieux. Ce printemps-là, j'ai reçu un email d'un concours de publication auquel j'avais participé sur un coup de tête. Ils ont choisi mon essai que j'avais écrit sur le fait de quitter la maison pour le premier prix. Il serait publié dans une petite revue littéraire et partagé avec les nouveaux étudiants. J'ai lu l'acceptation 3 fois avant que cela ne me pénètre. Et puis, comme par hasard, j'ai reçu un autre email de mon père. Juste la ligne d'objet. Parlons. Et juste comme ça, le passé n'était plus derrière moi. Il frappait à la porte. J'ai fixé la ligne d'objet pendant ce qui m'a semblé être 1 heure. Parlons. 2 mots, pas de ponctuation, pas de chaleur. C'est venu de l'ancienne adresse email professionnelle de mon père, celle qu'il utilisait quand il voulait avoir l'air sérieux. Pas papa, pas salut fiston, juste un ordre enveloppé de minuscules, déposé dans ma boîte de réception comme un caillou essayant de créer des ondulations dans un lac déjà gelé. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Au lieu de cela, j'ai descendu le couloir jusqu'au café du campus, je me suis acheté le café le plus fort qu'ils avaient et je me suis assis près de la fenêtre, mon téléphone sur les genoux. Pendant 1 seconde, j'ai envisagé de supprimer l'email sans le lire. Mais quelque chose en moi a fait une pause. Pas de la curiosité exactement, plutôt de la stratégie. Quelque chose avait changé en moi ces derniers mois. Je ne réagissais plus. Je planifiais. Et pour bien planifier, il faut des informations. Alors, j'ai ouvert l'email. Léo, nous avons beaucoup pensé à toi. Ce n'est pas pareil ici sans toi. Ta mère a du mal et Théo est plus calme ces derniers temps. Nous aimerions vraiment parler. Peut-être dîner si tu es d'accord. Je sais que les choses ne se sont pas bien terminées, mais nous voulons arranger les choses. Fais-nous savoir, papa. C'était plus propre que ce à quoi je m'attendais. Pas d'accusation, pas de chantage émotionnel manipulateur, juste un rameau d'olivier soigneusement formulé. Mais voilà. Je les avais vus arranger les choses auparavant. Je les avais vus balayer les problèmes sous le tapis tant de fois que le sol était plein de bosses. Je n'avais pas besoin de clôture. J'avais besoin de la vérité. Et j'avais besoin qu'ils ressentent ce que c'était d'être à l'extérieur, de regarder à l'intérieur, car quelque chose me tracassait depuis cet appel avec mon conseiller d'orientation du lycée. Comment avait-il eu accès à mes candidatures universitaires en premier lieu? Il ne pouvait pas se connecter sans mon mot de passe. Il n'aurait pas dû pouvoir demander des changements ou des suppressions. Et puis ça m'a frappé. Ils n'avaient pas besoin de le faire. Ils avaient juste besoin de faire semblant d'être moi. J'ai ouvert mon compte de messagerie, j'ai cherché dans mes messages envoyés du temps où je vivais encore à la maison. Bien sûr, il était là. Un ancien message transféré de mon école avec le lien vers le portail étudiant. L'entête disait toujours au FWD. Gardez ce lien privé. Maman y avait accès. Théo aussi, probablement, peut-être même papa. Et cela signifiait qu'ils auraient pu appeler le conseiller ou même se connecter en faisant semblant d'être moi. Et s'ils l'avaient fait une fois, ils auraient pu le refaire. Cette nuit-là, j'ai changé tous mes mots de passe. Pas seulement ceux de mon email, de mes comptes bancaires, de mes portails universitaires, de mes candidatures d'emploi, même de mon compte Netflix. J'ai activé l'authentification à 2 facteurs sur tout et j'ai enregistré une nouvelle adresse email juste pour l'université et l'aide financière. Je n'allais plus être pris au dépourvu. Et j'ai commencé à penser, s'ils étaient prêts à saboter mon avenir juste pour contrôler le récit, qu'est-ce qu'ils avaient fait d'autre que je ne savais pas? J'ai dressé une liste. Qui savait que j'étais parti? Que avaient-ils dit aux gens? Qui les avait crus? Qui ne les avait pas crus? Plus j'y pensais, plus je réalisais à quel point ils avaient du pouvoir socialement, émotionnellement, même financièrement. Parce que je ne m'étais jamais déclaré financièrement indépendant légalement, ils pouvaient toujours avoir accès à certains dossiers, à l'aide financière, aux dossiers médicaux. Et si je ne me séparais pas correctement, ils pourraient continuer à interférer. Alors, je suis allé au bureau d'aide financière et j'ai demandé ce que je devais faire pour me déclarer étudiant indépendant.
Ce n'était pas facile. Je devais prouver un éloignement, montrer que je payais mes propres factures et soumettre des lettres de tiers. Denise a aidé, tout comme mon ancien conseiller. Ils ont tous deux écrit des lettres expliquant la situation, confirmant mon histoire sans la dramatiser à l'excès. Cela a pris 3 semaines, mais j'ai finalement été approuvé. Et avec cela, ils ont perdu leur emprise. Maintenant, ils ne pouvaient plus voir mes notes, ne pouvaient plus ajuster mon statut, ne pouvaient plus tirer les ficelles en coulisses. J'étais intouchable. Mais je ne voulais pas seulement me venger pour moi. Je voulais exposer ce qu'ils avaient fait pour m'assurer que tous ceux à qui ils avaient menti voient la vérité, et l'occasion est venue de l'endroit le moins attendu. Théo, il m'a envoyé un nouveau message. Message court. Théo, il prépare quelque chose. J'ai haussé un sourcil et j'ai répondu, moi? Quelque chose comme quoi? Sa réponse est venue 1 minute plus tard. Théo, ils organisent une grande fête pour les 50 ans de papa. Ils invitent tout le monde, les proches, les voisins, même tes anciens professeurs. J'ai cligné des yeux. Ça ne semblait pas sinistre en soi, jusqu'à ce que le message suivant arrive. Théo, ils vont faire un discours sur la façon dont ils t'ont pardonné même si tu as brisé la famille. Ils veulent que les gens pensent qu'ils ont pris le chemin de la sagesse. Ils le répètent avec moi. J'ai fixé mon téléphone, le cœur battant, non pas de peur, mais d'anticipation. C'était ça. C'était le moment où je pouvais inverser le récit. J'ai appelé Théo. Pourquoi tu me dis ça, ai-je demandé. La dernière fois, tu étais content de jouer sur les 2 tableaux. Il a soupiré. J'étais. Je ne comprenais pas avant, mais les voir écrire ce discours comme si c'était un film de rédemption, comme si tu n'étais qu'une phase qu'ils avaient surmontée, ça m'a dégoûté. Tu as dit quelque chose? J'ai essayé. Ils m'ont coupé la parole. Ils ont dit que je ne comprenais pas la loyauté familiale. J'ai ri amèrement. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Nous sommes restés silencieux un instant. Je n'attends pas que tu me pardonnes, dit-il. Je voulais juste que tu saches. Fais-en ce que tu veux. Et juste comme ça, il m'a donné la clé. J'ai passé les 2 semaines suivantes à planifier. D'abord, j'ai contacté tante Denise, je lui ai tout raconté. Elle était furieuse, non seulement à cause de la manipulation, mais aussi de la performance de tout cela. Ils réécrivent le scénario, dit-elle. Mais tu tiens toujours le stylo. Alors nous avons fait un plan. Denise était toujours invitée à la fête. De même que quelques autres membres de la famille élargie qui m'avaient discrètement contacté pour me soutenir au cours des derniers mois. Des gens à qui je n'avais pas répondu à l'époque, mais que je réalisais maintenant pouvaient être des alliés. J'ai rédigé une lettre, pas un coup de gueule, pas une liste de plaintes, juste la vérité. Ce qui s'était réellement passé. L'anniversaire, le message vocal, le sabotage. J'ai inclus des captures d'écran de mails et de textos, des dates, même un extrait du message vocal recadré pour qu'il ne semble pas cruel, juste assez révélateur pour être réel. Je l'ai intitulé « Ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez sur la raison de mon départ ». Je l'ai imprimé sur du beau papier, avec une police propre, et j'ai signé mon nom en bas. Denise a accepté de distribuer les lettres discrètement à la fête aux personnes en qui elle avait confiance. Elle a même prévu d'en placer quelques-unes près de la table d'entrée où les gens prendraient leur badge et leur plan de table. Juste assez décontracté pour se fondre dans la masse, juste assez audacieux pour être remarqué. Je ne voulais pas de spectacle. Je voulais de l'exposition. Et puis la cerise sur le gâteau, j'ai enregistré une courte vidéo, juste 2 minutes. Moi, assis calmement dans ma chambre d'étudiant, pas en colère, pas brisé, juste moi. J'ai dit, bonjour, si vous regardez ceci, vous me connaissez probablement comme l'enfant qui est parti. Peut-être avez-vous entendu dire que j'étais instable ou égoïste ou que je traversais quelque chose de dramatique. La vérité est plus simple. Je suis parti parce que j'étais traité comme si je n'existais pas. Je ne suis pas parti pour punir qui que ce soit. Je suis parti pour me sauver. Je vais bien maintenant, mieux que bien. Je suis en sécurité à l'école et je vis enfin ma vie selon mes propres termes. Je ne veux pas de pitié. Je ne veux pas de drame. Je veux juste que la vérité soit là parce que pendant longtemps, ils ont parlé pour moi. Maintenant, je parle pour moi-même. Merci de m'avoir écouté.
Je l'ai mise en ligne en privé sur YouTube, non répertorié. Denise a imprimé des codes QR et en a glissé un dans chaque lettre. Laissez les gens lire. Laissez-les voir. Le jour de la fête est arrivé. Je n'y suis pas allé. J'ai passé l'après-midi au foyer étudiant avec Gabriel à manger de la pizza grasse et à jouer aux cartes. Je n'avais pas besoin d'être là. Ma présence n'était pas requise. Mais ma vérité, elle, allait apparaître sans moi. À 21h42, j'ai reçu le premier message. Mon cousin Jacques. Bordel, Léo. Je n'avais aucune idée. Je viens de regarder ta vidéo. Je suis désolé. J'ai toujours pensé qu'ils étaient juste stricts. Cette histoire d'anniversaire, mec. Ça m'a brisé. Puis un autre message. Monsieur Duval, mon ancien professeur d'anglais. Je vous dois des excuses. J'ai cru la version qu'ils m'ont racontée, mais je vois maintenant à quel point ils ont déformé l'histoire. Vous méritiez mieux. Et puis de Théo. Théo, tu l'as fait. 2 mots, mais je savais ce qu'il voulait dire. Le discours n'a jamais eu lieu. Denise m'a dit plus tard qu'une fois que les lettres ont commencé à circuler, les gens ont commencé à parler, d'abord doucement, puis plus audacieusement. Certains ont même confronté mes parents directement. Ma mère a pleuré, mon père s'est mis en colère, ils ont blâmé Denise, l'ont accusée de conspiration, mais le mal était fait. La vérité était sortie. Et l'histoire qu'ils avaient essayé de scénariser, elle avait été déchirée et réécrite par moi. Dans les heures qui ont suivi la fête, mon téléphone a tellement vibré que j'ai cru que la vibration allait me brûler un trou dans le bureau. Je n'ai pas répondu à la plupart des messages. Je n'avais pas besoin de le faire. Les gens ne me contactaient pas parce qu'ils voulaient quelque chose. Ils me contactaient parce qu'ils savaient enfin. Quelque chose dans cette validation silencieuse m'a touché différemment. Ce n'était pas bruyant ou dramatique. Cela semblait juste propre, honnête, comme l'air se purifiant après une tempête. Mais les retombées, cette partie-là n'était pas du tout silencieuse. Le matin après la fête, Denise a appelé. Pas de texto. Elle a appelé. Elle le faisait rarement à moins que quelque chose d'important ne se passe. Assieds-toi, dit-elle dès que j'ai répondu. Je suis au lit, ai-je répondu. Bien, reste couché, mais prépare-toi. Elle a pris une inspiration. Tes parents sont en mode de contrôle des dégâts. Fort. Ils ont appelé des proches toute la matinée, essayant d'expliquer le malentendu. J'ai ri sous cap. Laisse-moi deviner. Soudain, ma lettre était fausse. Les captures d'écran ont été éditées et le message vocal a été sorti de son contexte. Oh, ils sont allés plus loin, dit-elle. Ton père a essayé de dire qu'il voulait te laisser de l'espace, mais tu as déformé le récit. Ta mère a pleuré pendant 30 minutes d'affilée et puis l'un des oncles a souligné que la date sur la photo du gâteau qu'ils avaient posté l'année dernière ne correspondait pas à l'anniversaire de Théo. Et tu sais ce que ton père a fait? Quoi? Il a blâmé la pâtisserie. Je me suis couvert le visage avec mon oreiller et j'ai gémi. D'une certaine manière, c'était à la fois pathétique et prévisible. Et Théo, ai-je demandé en me redressant. Il est parti tôt, dit Denise. Après le début de la confrontation, il a dit qu'il en avait assez du théâtre et est parti. Je n'ai plus eu de nouvelles de lui depuis. Cela m'a surpris. Le genre de surprise silencieuse qui ne frappe pas d'un coup, mais par petites impulsions. Et maintenant, ai-je demandé. C'est à toi de voir, dit-elle. Ils perdent le récit, Léo. Les gens ne croient plus à l'histoire des pauvres parents incompris. Si tu veux leur ouvrir la porte pour qu'ils s'expliquent, tu peux. Mais si tu veux garder tes distances, personne ne te blâmera. Je l'ai remercié, je lui ai dit que j'avais besoin de temps. Puis j'ai raccroché et je suis resté assis à fixer l'écran vierge de mon ordinateur portable. La vengeance n'était pas un moment unique. Ce n'était pas la lettre. Ce n'était pas la vidéo. Ce n'était même pas la scène de la fête. La vengeance était un lent et constant déplacement de pouvoir. La vengeance était le contrôle. Et pour la première fois, je l'avais. 2 jours plus tard, mon père m'a envoyé un nouvel email. Cette fois, la ligne d'objet disait « S'il te plaît ». Je l'ai ouvert. Pas rapidement, pas avec empressement, juste avec une curiosité calme qui m'était encore nouvelle.
Léo, les choses ont dégénéré à la fête. Les gens nous ont mal compris. Ce n'est pas comme ça que nous voulions que les choses se passent. Nous voulons nous expliquer en personne. Nous voulons faire amende honorable. Ta mère est très bouleversée. S'il te plaît, papa. Pas une seule mention de ce qu'ils avaient réellement fait. Juste des phrases vagues comme mal compris et ont dégénéré. Comme si la vérité n'était pas la vérité. Comme si je n'en avais pas vécu chaque instant. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas à le faire. Au lieu de cela, j'ai rédigé un email différent, pas à eux, mais au bureau administratif de l'université. J'ai demandé une restriction formelle sur les informations divulguées à mes parents, confirmant que j'étais légalement indépendant et que je ne souhaitais aucun contact de leur part concernant les affaires scolaires. Ils l'ont approuvé dans les 48 heures. Puis j'ai bloqué les numéros de mes parents. Pas de façon permanente, juste jusqu'à ce que je décide de la prochaine étape. Parce que la vengeance n'a pas toujours besoin d'être flamboyante. Elle doit juste être finale. Les semaines passèrent. Ma vie s'est installée dans quelque chose qui semblait stable, ancré. Gabriel et moi étions pratiquement frères à ce stade. J'ai appris à cuisiner autre chose que des nouilles instantanées au micro-ondes. J'ai rejoint un groupe d'écriture. J'ai même été embauché comme tuteur pour les nouveaux étudiants, ce qui rapportait plus que mon travail à la sandwicherie et s'accompagnait de bons repas gratuits. Les choses allaient bien, paisibles. Le plus étrange, l'absence de mes parents ne ressemblait pas à un membre manquant. Cela ressemblait à une cicatrice, présente, mais ne faisant plus mal. Mais la paix seule n'était pas la fin de cette histoire. Pas la fin complète en tout cas, car il restait un dernier fil à nouer. Un dernier geste, et il est venu de Théo. Il est apparu sur le campus de nulle part. Je ne l'attendais pas. J'étais assis devant la librairie du campus, mangeant un bagel et révisant un brouillon d'essai quand j'ai entendu quelqu'un s'éclaircir la gorge. J'ai levé les yeux. Il était là, les mains dans les poches, les épaules légèrement voûtées, les cheveux ébouriffés comme s'il les avait passés au peigne pendant des heures. Il semblait plus vieux d'une certaine manière, pas physiquement, juste plus lourd, comme si la réalité s'était enfin posée sur lui. « Salut » dit-il. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Je ne pensais pas te voir par ici. Je sais. Désolé de t'avoir pris par surprise. J'ai essayé de t'envoyer des messages, mais tu n'as pas répondu. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone. J'ai changé de numéro. Oh. Il a hoché la tête, puis a regardé le sol. Logique. Nous sommes restés silencieux un instant. Le genre qui s'installe entre deux personnes qui ont grandi dans la même maison mais ne se sont jamais vraiment connues. Finalement, il a dit, je voulais te parler en personne de la fête, de tout. J'ai fait un geste pour qu'il s'asseye. Il l'a fait. Il a pris une profonde inspiration. Tu avais raison, dit-il doucement. À propos du favoritisme, des 2 poids 2 mesures. Je ne le voyais pas. Eh bien, je le voyais, mais je ne voulais pas. Cela me bénéficiait. Et quand quelque chose vous bénéficie, il est facile de faire semblant que ça n'arrive pas. Son honnêteté m'a surpris. Je n'ai pas interrompu. Après ton départ, continua-t-il, ils ont paniqué. Non pas parce que tu leur manquais, du moins pas de la manière qu'ils disaient. Ils ont paniqué parce que l'image de la famille s'est fissurée. Ils se souciaient plus de ce que les gens pensaient que de là où tu étais. Et je les ai laissés m'utiliser pour réparer l'image. Il a dégluti. C'est de ma faute. Je suis resté silencieux, laissant les mots s'imprégner. Il m'a regardé. Tu n'as pas à me pardonner. Je ne voulais juste pas être une autre personne qui disparaît quand les choses deviennent inconfortables. Je ne savais pas quoi dire. Alors, j'ai posé une simple question. Pourquoi m'as-tu parlé de la fête ? Parce que ce n'était pas juste, dit-il. Et parce que tu méritais une chance de raconter ta version. Tu méritais une voix. Pendant un instant, aucun de nous n'a parlé. Puis il a demandé, es-tu heureux ? J'y ai réfléchi. À la chambre que je louais, au travail que j'aimais, aux cours qui me mettaient au défi, aux amis que je me faisais, à l'avenir qui me semblait enfin le mien. Oui, ai-je dit. Je le suis. Il a hoché la tête, presque souri. Bien. Avant de se lever pour partir,
il a ajouté, maman et papa sont en pleine spirale. Les gens les regardent différemment maintenant, ils posent des questions. Ils ne savent pas comment gérer ça. Ce n'est plus mon problème, ai-je dit. Il a laissé échapper un léger soupir. Je sais, et c'est ce qui les effraie. Il a fouillé dans sa poche et a posé quelque chose sur la table avant de s'éloigner. C'était la carte d'anniversaire, celle qui disait « Sois plus comme lui ». Sauf que cette fois, quelque chose de nouveau était écrit en dessous, d'une écriture plus petite. Son écriture. Je suis désolé. J'aurais dû être plus comme toi. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas senti en colère. Je me suis juste senti fini, complètement fini. La vengeance avait déjà eu lieu, non pas dans des explosions ou des cris, mais dans le lent délitement de leur récit. La chute n'était pas la mienne, c'était la leur. Leurs mensonges se sont effondrés sous leur propre poids. Leur contrôle s'est effrité lorsque j'ai cessé d'avoir besoin de leur approbation. Leur réputation s'est brisée lorsque la vérité a éclaté. Et le moment où ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient plus écrire ma vie, ce fut le moment où tout a changé. Je suis retourné à ma chambre d'étudiant, la carte à la main, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis que j'étais enfant. La légèreté. Et quand j'ai finalement jeté la carte à la poubelle devant mon bâtiment, je n'ai pas ressenti de culpabilité. Je me suis senti libre parce que la vengeance n'est pas toujours le feu. Parfois, c'est s'éloigner des flammes sans regarder en arrière. Et c'est exactement ce que j'ai fait. La dernière ligne, celle qui clôt ce livre. Je n'ai pas gagné en les détruisant. J'ai gagné en devenant quelqu'un qu'ils ne pourraient jamais blesser.